Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. En juin dernier, le gouvernement déposait le projet de loi 106 concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030. Cette loi s'assurera de la mise en valeur et du développement des hydrocarbures. La grande nouveauté est la création d'un nouvel organisme, Transition énergique Québec, qui verra la mise en œuvre des programmes énergétiques au Québec. Nous vous avions parlé ici des objectifs ambitieux de la nouvelle politique énergétique du Québec, présentée au printemps. Réduction de la dépendance au pétrole, augmentation des énergies renouvelables et de la bioénergie vers une meilleure efficacité énergétique. Donc d'ici 2030, le gouvernement devrait annoncer une transition vers une économie à faible empreinte carbone. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette nouvelle loi sur le développement des hydrocarbures au Québec. La loi 106 trouve déjà ses détracteurs, dont les municipalités, qui craignent une perte de pouvoir face aux compagnies gazières et pétrolières. L'Union des municipalités du Québec réclame d'ailleurs des modifications majeures dans le respect des compétences municipales. Rejoignons tout de suite Mike Brulmans, biophysicien, coordinateur du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec de la vallée du Saint-Laurent et membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Bonjour. Bonjour, madame. Depuis juin dernier, la nouvelle loi 106 sur le développement des hydrocarbures au Québec ne fait pas que des heureux. Expliquez-nous. Bien évidemment, je crois que ceux qui sont au courant, qui connaissent, qui ont lu le projet de loi, ne peuvent que constater qu'elle laisse une place prépondérante à l'industrie gazière et pétrolière, et ce, au détriment des citoyens en général, mais aussi des agriculteurs, par exemple. Donc, les syndicats d'agriculteurs sont plutôt contre ce projet de loi. Ils aimeraient que, par exemple, les zones agricoles soient exclues des licences d'exploration et d'exploitation gazière et pétrolière, et d'autres aussi. On parle de réglementation, les gens peuvent croire que c'est un peu loin ou complexe. En fait, ça ne l'est pas, ça concerne un petit peu tout le monde. Ben, comme on dit, comme le dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi, les lois. Et c'est quand même difficile parce qu'il y a énormément de lois et des règlements et c'est pas toujours facile à lire. Et ça devient tâche pratiquement impossible. Et je crois que là, il y a quand même un problème qui se pose à l'homme et à la femme de la rue. Pourquoi? Parce que justement, ces lois-là sont rarement harmonisées entre elles. Et il y a beaucoup de règlements et de lois qui sont promulgués année après année et de se tenir constamment à jour pour savoir un peu ce qui en est de notre environnement. Ça devient notre environnement légal, législatif, ça devient extrêmement difficile pour le contribuable moyen. Donc, je crois que là, il y a une tâche à faire de la part des juristes, du gouvernement pour essayer d'éduquer, de former les gens à la question. Oui, mais il y a des conséquences très concrètes, comme des expropriations, par exemple. Donc, ça touche les gens et les gens devraient s'y intéresser. Oui, pour ce projet de loi en particulier, oui, le projet de loi 106 modifie un article du Code civil. Il modifie une vingtaine de lois. Il modifie 5 règlements. Et évidemment, ça touche la Régie de l'énergie. Il y a aussi des choses qui sont créées par cette loi-là. Il y a l'organisme Transition énergétique Québec, mais il y a également la loi sur les hydrocarbures. Donc, c'est une 50aine de pages de textes bien serrés qui a pour but d'encadrer le développement des hydrocarbures au Québec. Et je pourrais même vous lire un peu ce qu'il est écrit dans les notes explicatives. Il est écrit que le projet de loi édicte la loi sur les hydrocarbures. Cette loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la récupération optimale de la ressource,
et ce, en conformité avec les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis par le gouvernement. Donc, on voit un peu quels sont les principes à la base de ce projet de loi-là, mais ça demeure un projet de loi fourre-tout où on retrouve énormément de dispositions législatives et qui rend encore l'analyse plus difficile, même aux juristes. Oui, justement, vous avez participé à des rencontres de sensibilisation du public sur le projet de loi 106. Pourquoi est-ce important pour vous d'informer le plus largement sur ces enjeux de cette nouvelle loi? Bien, écoutez, c'est que ça semble... C'est toute une série de documents qui a été mis de l'avant par le gouvernement depuis son arrivée en 2014, qui fait en sorte que on voit très bien que la table semble mise pour l'industrie pétrolière et gazière, et on sait que les citoyens se sont levés en 2010 et 2011 contre le développement du gaz de schiste au Québec. Et c'est comme si on assistait présentement à un retour vraiment prochain du développement du gaz et du pétrole de schiste, et je crois que les citoyens doivent être informés, car la plupart croient qu'il y a un moratoire ou croient que l'industrie est partie, qu'elle ne reviendra pas. Mais c'est tout à fait le contraire que nous lisons au travers des agissements du gouvernement et de l'industrie également. Donc, je crois qu'il est en notre devoir, enfin ceux qui sont au courant, d'alerter ses voisins, sa famille, sa communauté, ou même plus largement en ce qui me concerne, les localités avoisinantes. Oui, c'est une des principales critiques que la loi n'interdise pas la fracturation hydraulique. C'est un point qu'on pensait régler au Québec, hein? Bien, il y avait eu la loi en 2004, le règlement plutôt de la protection sur le prélèvement et la protection de l'eau potable. Un règlement de l'été 2014 promulgué amené par le ministre David Hurtel, le ministre de l'Environnement. Mais ce règlement-là, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il introduit un chapitre sur la fracturation hydraulique. Donc, en gros, là, si je le résume, il dit que les compagnies ne peuvent pas fracturer le sous-sol s'il est à une distance moindre que 500 mètres de la tête du puits gazier ou pétrolier ou à moins de 400 mètres du bas des nappes aquifères. Donc, mais nous, on a contesté depuis déjà quelques années ces distances séparatrices-là. Et il y a aussi le fait que dans ce règlement-là, je ne crois pas que ça apporte la protection suffisante aux citoyens et également aux municipalités qui doivent puiser leur eau pour servir leurs citoyens s'ils ont un réseau d'aqueduc. Donc, déjà en 2014, on voyait qu'il y avait un règlement qui permettait la fracturation hydraulique. Maintenant, on aurait éventuellement une loi qui le permettrait. Donc, on voit qu'au lieu de se diriger vers un moratoire, on se dirige plutôt vers un encadrement de l'industrie, et ça nous désole. Oui, une permissivité, en fait. Et que pensez-vous de la création de l'organisme Transition énergétique Québec? Bien, écoutez, j'ai pas étudié à fond la question, mais j'ai lu quand même les mémoires qui ont été déposées en commission parlementaire ce mois d'août. Et il y a quelques critiques. Il y a monsieur professeur Normand Mousseau qui, lui, juge que ça ne devrait pas relever du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, mais plutôt qui serait plutôt supraministériel. Il faudrait avoir un organisme qui a des possibilités d'agir au sein de l'ensemble des ministères. J'ai également professeur Pierre-Olivier Pinault des HEC qui dit dans son mémoire que si la création de Transition énergétique Québec est saluée, elle ne sera, et je cite, qu'un petit pas vers la transition énergétique, peut-être même un pas chancelant. Donc, on voit bien que même sous cet aspect-là, même si la plupart des citoyens et des analystes au Québec voient d'un bon œil la création d'un organisme qui s'occupe de la transition énergétique, eh bien, la manière dont c'est formulé dans le projet de loi, ça suscite des critiques dans sa façon d'être organisée, instituée. Oui, ou du moins des interrogations. Vous m'avez confié que cette loi témoigne d'un cruel manque de connaissances scientifiques chez nos élus et nos gestionnaires. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par là? Bien, c'est sûr que je parlais plutôt de manière générale. En ce qui concerne le projet de loi,
c'est qu'il y a énormément au niveau scientifique, il n'y a pas vraiment de contenu. C'est sûr qu'en général, on retrouve un contenu un peu plus technique ou scientifique dans des textes de règlement. Mais ici, c'est vraiment particulier puisqu'on s'attendrait, par exemple, qu'il y ait des définitions, que ce soit sur c'est quoi la fracturation hydraulique ou la fracturation, c'est quoi la stimulation, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable, c'est quoi la transition énergétique, comment on le définit. On parle des meilleures pratiques reconnues, d'une récupération optimale de la ressource. On parle de travaux préparatoires au forage, mais ce n'est pas décrit. Donc, pour les scientifiques ou les gens qui ont une tendance à vouloir comprendre, bien évidemment, on n'a déjà pas les définitions de base. Donc, déjà là, ça pose problème. Ensuite, à plus de 55 reprises dans la loi sur les hydrocarbures, il est écrit que le gouvernement déterminera par règlement telle chose. Donc, évidemment, c'est comme si on avait un livre, un roman avec beaucoup de chapitres et écrits en blanc, comme si c'était la suite va venir, vous verrez la suite bientôt. Mais pour se faire une vue d'ensemble, on a besoin d'avoir tous ces règlements-là ou ces projets de règlements-là. Et c'est là que je vous dis qu'il y a comme un hiatus entre la façon de voir d'un scientifique, qui en général est quand même très holistique. C'est qu'on essaie de cerner l'ensemble de la problématique et non pas de présenter ça morceau par morceau. Le réductionnisme a fait son temps. Donc, on est à une époque où il faut vraiment que tout le monde se mette d'accord. Je ne suis pas pour une science toute glorieuse ou une science gouvernante. Mais si on a une science avec conscience, je crois que nos politiciens, nos politiques, nos décideurs devraient s'en servir intelligemment. Et je crois que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit sur l'effet de serre, le réchauffement planétaire, c'est comme pas toujours pris au sérieux, ou si on dit qu'on a des risques sismiques, etc., c'est comme si les lobbies passaient derrière nous et effaçaient les craintes qu'on avait pu soulever ou les craintes qui sont en général fondées parce que ça repose sur des données. Oui, et vous êtes aussi le porte-parole du comité Vigilance Hydrocarbures de Trois-Rivières. Comment ça se passe à Trois-Rivières pour ce dossier? Eh bien, c'est un dossier qui date déjà de 2010. On a été le premier comité citoyen à se lever sur la rive nord du Saint-Laurent concernant l'arrivée des gaz de schiste au Québec. Et déjà là, on a vu qu'il était difficile de collaborer avec le conseil municipal, avec le maire, les élus, la direction de la ville pour faire, je dirais, acheminer les informations qu'on pouvait obtenir de notre côté et faire en sorte que les citoyens soient mieux informés et je dirais aussi ne soient pas dans un état craintif, parce que plus il semble qu'on nous cache des choses et plus évidemment les citoyens se braquent. Et le fait est qu'à de nombreuses reprises, lors des séances du conseil municipal, les citoyens ont posé des questions. Mais souvent, ça a été rejeté du revers de la main, ça nous concerne pas, et même c'était très démotivant. Et finalement, quand même, avec le temps, il y a eu un renouvellement des membres de notre comité. Nous avons parmi nous des avocats, des retraités, des gens de toute provenance, des étudiants également, et nous essayons d'être toujours vigilants. Nous sommes un comité vigilance, un comité citoyen. Et nous portons, que ce soit au conseil municipal comme lors de séances d'information publique, des sujets comme le transport ferroviaire à Trois-Rivières ou d'autres choses, pour que les gens puissent prendre conscience des enjeux du pétrole et du gaz et des changements climatiques en général. Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Marc Brulman, biophysicien et coordinateur du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec de la Vallée du Saint-Laurent. Merci. Je vous remercie, Mme Burguin.
Retrouvons à présent André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. Vous n'accueillez pas la loi 106 avec beaucoup de confiance. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons. Disons que tout d'abord, nous, on est depuis longtemps opposés à la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste comme pour le pétrole de schiste. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est réglé depuis longtemps, dans le sens que on ne peut pas considérer cette pratique-là, sachant tous les problèmes environnementaux et sociaux que ça peut causer. On parle bien sûr de pollution de l'air, de risques pour la nappe phréatique ou les nappes phréatiques par rapport à l'ensemble des puits qu'on considère. Il y a aussi la cohabitation difficile avec, d'abord les populations, ensuite différentes industries qui fait comme par hasard, par exemple, qui font qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer qu'on puisse puiser l'eau dans des régions qui déjà en manquent pour l'agriculture et pour approvisionner les populations. Alors, il y a un ensemble de raisons attachées à la fracturation hydraulique d'abord qui fait que pour nous, la loi 106 ne peut pas permettre, ou le gouvernement ne peut pas permettre, via la loi 106, de recommencer la fracturation hydraulique. On a vu les dégâts que ça avait fait. Il y a eu 31 puits de fracturés en 2008-9 et sur les 31, il y en avait 19 qui fuyaient et depuis ce temps-là, d'autres se sont ajoutés à la liste. Vous avez déposé un mémoire demandant de scinder le projet de loi. Expliquez-nous pourquoi. Il y a deux aspects dans ce projet de loi-là qui sont, je dirais, presque en contradiction, dans le sens que, d'abord, il y a le projet de loi sur les hydrocarbures en général, projet de loi qu'on avait demandé, parce qu'il n'y avait pas d'encadrement sur la production, l'exploration des hydrocarbures. Alors là, ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé. Par contre, on avait maintenu notre opposition sur la production de pétrole et de gaz de schiste. On avait aussi de grandes réserves quant à faire du Québec une autoroute pour le pétrole aussi. Alors, toutes ces questions-là méritent une attention beaucoup plus, je dirais, méticuleuse, puisqu'il y a beaucoup de problèmes attachés à chacune des étapes dans l'exploration, la production, le transport de pétrole, d'une part, et de l'autre côté, là, on a le projet de loi, ou dans le projet de loi, comment je pourrais dire, l'engagement d'assurer une transition énergétique vers une économie faible en carbone, mais là, on se retrouve dans une situation où on est en contradiction dans le projet de loi, entre autres en permettant d'augmenter la production de pétrole et de gaz, on augmente de toute façon les gaz à effet de serre, les problèmes de pollution des nappes phréatiques et autres, qu'on veut régler par la transition énergétique. Alors là, il y a quelque chose là d'antinomique et pour nous, il nous apparaît plus sage de diviser les deux, accélérer le tempo sur la transition énergétique et prendre le temps de réfléchir de façon sérieuse sur les hydrocarbures. Oui, alors que l'on parle de combattre les changements climatiques, nous avons l'impression que c'est avec cette loi peut-être pas un retour en arrière, mais une stagnation. Le pensez-vous aussi? Oui, là, il y a toutes sortes de pressions qui sont appliquées sur les gouvernements, autant au Québec que dans les autres provinces qu'au Canada, où on essaie de faire accroire qu'au fond, on peut faire les deux sans restriction, sans problème, à savoir, on peut augmenter la production de pétrole, de gaz, le transport, le raffinage, la consommation,
tout en prenant des engagements de réduction des émissions. Alors là, ça marche pas. Bon, là, on nous propose de réaliser la quadrature du cercle autant au Québec qu'au Canada, et encore plus au Canada qu'au Québec. Alors, dans ce sens-là, il faut sonner le réveil. Là, on ne peut pas imaginer logiquement qu'on va mener un combat qui aura un peu de chance d'être productif pour réduire les gaz à effet de serre tout en augmentant les gaz à effet de serre. Oui, la loi mettra en place un régime de licence et d'autorisation applicable à l'exploration, la production et le stockage, mais aussi un fonds de transition énergétique où seront versées les redevances sur les hydrocarbures. Est-ce que c'est pour vous un pas dans la bonne direction? Oui, en autant qu'on n'augmente pas la production des hydrocarbures, et tout le débat est là. On prélève des redevances sur les hydrocarbures utilisés présentement, comme on le fait d'ailleurs pour le fonds vert. On prélève quand même des redevances sur la vente de pétrole et de gaz. Alors là, ça peut fonctionner. Mais si on veut produire davantage pour obtenir plus de redevances pour réduire la pollution de l'air, mais là, c'est antinomique, là, c'est contradictoire. C'est pas parce qu'on peut aller chercher de l'argent qu'on peut prendre le risque d'augmenter les émissions et se croiser les doigts en disant, on va trouver une solution miracle pour les réduire. Oui, c'est vrai. Le gouvernement a annoncé qu'il ferait des amendements à la loi 80, je pense. Avez-vous bon espoir que la loi évolue dans la bonne direction? J'ai toujours espoir, oui, puisque il faut émettre notre opinion en espérant qu'elle soit entendue, écoutée et intégrée. Maintenant, il en reste que c'est un travail pour les groupes, les groupes écolos, les groupes citoyens, les groupes de différentes vocations, à faire valoir justement l'importance là d'être cohérent dans nos choix politiques. Quand on regarde la situation présentement avec le réchauffement planétaire, on sait qu'on est dans une situation critique à l'effet qu'on a pris beaucoup d'engagements qu'on n'a pas tenus. Par contre, le réchauffement, lui, ne manque pas une journée et on voit très bien que les prédictions qu'on avait déjà émises du côté, si on veut, scientifique, les prédictions des années 90 et des années début des années 2000, où on nous disait qu'on malheureusement se dirigeait vers une augmentation de 3, 4, 5 degrés. Et là, on disait que ça, c'était catastrophiste et que ce n'était pas le reflet de la réalité. Présentement, on voit très bien qu'on s'en va directement dans cette zone-là. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de rêver en couleur, penser qu'on peut augmenter la production de pétrole et de gaz, sachant que ça augmente les émissions de gaz à effet de serre, et en même temps lutter efficacement contre le réchauffement planétaire. Ça marche pas, là. Oui, il faut aller vers la transition énergétique, mais justement, appuyez-vous la création de l'organisme Transition énergétique Québec? Oui, par contre, là, il reste beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que ce sont généralement des gens qui sont, je dirais, des habitués du gouvernement qui siégeraient sur un tel comité, qui ne serait pas vraiment redevable à la population non plus, et qui aurait la fâcheuse, comment je pourrais dire, tendance à nuire à la régie de l'énergie en retirant des dossiers de la responsabilité de la régie de l'énergie pendant 5 ans pour les confier au comité de transition énergétique. Et là, écoutez, on voit qu'il y a toutes sortes de questions qui se posent. On a vu, par exemple, dans l'histoire, le scandale de l'Office national de l'énergie, dans les rencontres secrètes, il y avait des gens qui négociaient avec l'Office national de l'énergie pour encourager l'acceptabilité sociale de la production de pétrole bitumineux et des pipelines. Et ces mêmes gens-là se retrouvent, ou certains de ces gens-là se retrouveraient sur le comité de transition énergétique. Encore là, on voit une contradiction totale. On peut pas être d'accord avec l'augmentation de la production de pétrole et des gaz de schiste et ensuite nous dire on va travailler pour les réduire.
Avec cette loi 106, les municipalités craignent de ne pas faire le poids face aux compagnies et au projet de développement des compagnies. 150 municipalités s'opposent d'ailleurs au projet, mais il en faudrait bien plus pour faire reculer le gouvernement, n'est-ce pas? Oui et non. Plus il y en aura, mieux ce sera, ça c'est clair. Par contre, au niveau de la population, c'est très clair que la population est majoritairement en désaccord avec la production de pétrole et de gaz de schiste en sol québécois. La population est aussi majoritairement en opposition avec l'idée de faire du Québec une plateforme de transport de pétrole ou l'autoroute du pétrole vers l'Est. Alors, tout ça mis ensemble, il y a déjà une opposition claire, connue, qui va aller en augmentant. Et bien sûr, au niveau des municipalités, d'après moi, le nombre de 150 va augmenter. D'ailleurs, on a vu que les grandes organisations, que ce soit la Fédération québécoise des municipalités ou l'Union des municipalités du Québec, ont toutes laissé entendre qu'ils avaient de grandes réserves, sinon une opposition claire à ces projets d'hydrocarbures. Alors là, c'est quant à moi une question de temps pour que le nombre de municipalités augmente. Et du côté de la population et des groupes écolos, écoutez, la position est claire, c'est non, à part quelques, je dirais, compromis ou compromission de certains, la majorité des groupes et des gens sont contre l'augmentation de la production de pétrole et de gaz au Québec. Oui, c'est un dossier qu'on va suivre. On était en compagnie d'André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Merci. C'est moi, vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Vous aussi. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin et Cynthia Lemoine. À la recherche, Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre toujours sur Facebook et Twitter. Et pensez à nous écrire. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. von Home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font